Et si l'illusion d'une Europe indépendante énergétiquement masquait en réalité une course désespérée pour éviter son propre effondrement? Ces 2 dernières années, les dirigeants européens ont clamé haut et fort leur rupture avec le gaz russe. Promesses de liberté, discours enflammés sur l'autonomie énergétique, campagne médiatique autour d'un nouveau modèle. Pourtant, derrière ces paroles, la réalité est tout autre. Les réserves de gaz sont dangereusement basses, les factures explosent, et l'industrie européenne, colonne vertébrale de notre société, vacille, prise en étau entre coûts insoutenables et menaces de délocalisation. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'en coulisses, des négociations discrètes s'organisent. Gouvernements, industriels, lobbyistes, tous cherchent à rétablir, parfois en toute clandestinité, l'accès au gaz russe. Car sous la pression des usines qui ferment et des millions d'emplois menacés, la survie économique prime. Loin des projecteurs, l'idéal d'indépendance cède le pas à la logique implacable du marché. L'Europe a besoin de ce gaz pour ne pas basculer dans une crise industrielle majeure. La situation est grave. Si l'Europe échoue à résoudre cette crise énergétique, elle risque bien plus qu'un simple ralentissement économique. C'est une désindustrialisation massive, une perte d'emplois historique, et peut-être même l'éclatement de notre modèle social qui menace. Les dirigeants sont pris au piège de leur propre discours, alors que la population, elle, commence à payer le prix fort. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la stratégie d'indépendance a-t-elle volé en éclats? Et comment les manœuvres secrètes pour renouer avec le gaz russe se préparent-elles dans l'ombre? Pour comprendre ce scénario explosif, remontons ensemble à la genèse de cette crise et démêlons les rouages qui ont mené l'Europe dans cette impasse. Comment l'Europe a-t-elle bâti, puis perdu, son modèle énergétique en seulement quelques années? Ce retournement express, qui semblait impensable il y a peu, est au cœur d'un bouleversement dont on commence seulement à saisir l'ampleur. Jusqu'en 2022, la plupart des pays européens vivaient sous perfusion du gaz russe. Un modèle éprouvé, basé sur la stabilité, des contrats de long terme et des prix prévisibles. Mais la guerre en Ukraine a tout accéléré. Sous pression politique, l'Europe a choisi de rompre, du jour au lendemain, avec cette dépendance historique. Les dirigeants ont alors vanté l'avènement d'une ère nouvelle. Fini le gaz russe, place au gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, importé massivement depuis les États-Unis ou le Qatar. L'image était flatteuse. Le GNL, rebaptisé « molécule de liberté », promettait l'indépendance énergétique, la sécurité, la liberté de choisir ses fournisseurs. Mais très vite, l'illusion s'est fissurée. D'abord parce que remplacer un vaste réseau de gazoducs fiables par des milliers de tankers traversant les océans, c'est exposer tout un continent à une instabilité permanente. Le marché du GNL, c'est la jungle. Chaque cargaison peut changer de destination à tout moment, en fonction du meilleur prix offert. Si la Chine ou le Japon proposent 5% de plus, le navire fait demi-tour, sans état d'âme. Aucun traité, aucune promesse transatlantique ne pèse face à la logique froide du marché. C'est le cash qui dicte la loi, pas le drapeau européen. Résultat? Une envolée des prix sans précédent. Hors saison, le gaz coûte 45% plus cher qu'avant, et le prix du GNL, lui, est 3 fois supérieur au gaz russe d'autrefois. Pour les industriels européens, c'est un désastre. Dans la sidérurgie, la chimie, la production d'engrais, la facture énergétique explose. Les usines ferment, les emplois disparaissent. Chaque euro de surcoût sur l'énergie, c'est un euro de moins pour investir, pour innover ou même simplement survivre. La compétitivité européenne s'effondre. Sur le marché mondial, les produits européens deviennent hors de prix face à la concurrence américaine ou asiatique. Ce choc se double d'une crise de confiance. Le Green Deal, cette promesse de transition verte censée garantir l'avenir, est aujourd'hui discrètement remis en question dans les coulisses. Les discussions officielles parlent de transition, mais en interne, un nouveau concept apparaît, la base minimale énergétique. Autrement dit, le strict nécessaire pour éviter l'effondrement du niveau de vie, pour empêcher que le modèle social européen ne parte en lambeaux. On ne parle plus de révolution verte, mais de sauver les meubles. Dans ce climat d'urgence, certains pays n'hésitent plus à contourner,
voire à prolonger discrètement leur contrat avec la Russie. L'Autriche et la Hongrie bravent la pression de Bruxelles et risquent même des sanctions pour continuer à acheter du gaz russe. L'Italie, elle, multiplie les intermédiaires pour s'approvisionner, notamment depuis l'Afrique, tout en sachant parfaitement d'où viennent réellement les molécules de gaz. Derrière les discours officiels, les tractations en coulisses s'intensifient. Il ne s'agit plus d'une question d'idéologie, mais d'un combat pour la survie de millions d'emplois et pour la stabilité sociale. Car le risque désormais est immense. C'est bien le socle industriel et social de l'Europe qui est menacé. Si rien ne change, la perte d'emploi et la montée de la précarité pourraient déclencher une instabilité sans précédent. Mais la crise du gaz en Europe ne se limite pas à une question de prix faramineux. Regardons maintenant les faiblesses structurelles profondes qui transforment le pari du GNL en véritable casse-tête. Le gaz de la liberté s'est-il transformé en chaîne dorée et ruineuse pour l'Europe? À première vue, la promesse était simple, se libérer du gaz russe en se tournant vers le GNL américain, censé garantir à l'Europe une indépendance énergétique à toute épreuve. Mais derrière cet affichage, la réalité économique s'est imposée avec une brutalité inattendue. Le pari du GNL s'est rapidement retourné contre ses promoteurs. Regardons de près les chiffres. Alors que l'Europe payait historiquement le gaz russe entre 200 et 250 $ les 1000 mètres cubes, le même volume de GNL américain dépasse aujourd'hui les 600 $. Oui, plus du double. Cette différence de prix, c'est comme un impôt caché prélevé directement sur la compétitivité de toute l'économie européenne. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le transport maritime du GNL est un jeu de hasard permanent. Les méthaniers n'hésitent pas à changer de cap en pleine mer si une meilleure offre tombe, parfois à la dernière minute. Résultat? L'approvisionnement n'est jamais totalement garanti et les prix peuvent s'envoler du jour au lendemain. Et même lorsque les cargos arrivent à bon port, la fête est loin d'être finie. Le réseau interne de gaz européen est saturé, incapable de transférer les volumes massifs des terminaux côtiers vers les grands centres industriels de l'Allemagne ou de l'Europe centrale. On assiste à des situations absurdes, des surplus de gaz en Espagne ou dans le sud, mais une pénurie dans les régions où l'on en a cruellement besoin. Les infrastructures, malgré des investissements records sous la pression politique, ne sont tout simplement pas dimensionnées pour ces flux nouveaux. À cela s'ajoutent les crises logistiques. L'épisode du Détroit et les tensions au Moyen-Orient ont mis en lumière l'extrême fragilité du système. Des retards de livraison de plusieurs semaines, des méthaniers obligés de faire le tour de l'Afrique, des coûts qui explosent et des stocks qui fondent comme neige au soleil. À chaque crise, la menace d'une pénurie réelle ressurgit, avec à la clé une montée des tensions sociales et des risques de protestation. Les entreprises, elles, payent le prix fort. BASF, fleuron de la chimie allemande, a fermé ses usines d'engrais à Ludwigshafen, supprimé des milliers d'emplois et investi 10 milliards d'euros dans une nouvelle usine en Chine, là où l'énergie reste bon marché et stable. Volkswagen réduit la voilure et prévoit la fermeture de plusieurs sites majeurs. Cette vague de désindustrialisation, parfois qualifiée de mort silencieuse de l'industrie allemande, a des répercussions continentales. Perte d'investissements, fuite de compétences, sous-traitants à l'agonie, écosystèmes industriels démantelés. Chaque usine qui ferme, c'est aussi des milliers de familles fragilisées et une base fiscale qui se rétrécit. Le domino est lancé, risquant d'entraîner l'ensemble du tissu industriel européen dans sa chute. Le risque? Un décrochage irréversible de l'industrie européenne, une dépendance accrue à des fournisseurs extérieurs imprévisibles et une perte de souveraineté industrielle historique. Face à cette impasse, la tension grandit. La logique du marché et des besoins fondamentaux s'impose, poussant certains États à multiplier, en coulisses, des arrangements discrets. Mais alors, comment l'Europe, sous la pression de la réalité économique, tente-t-elle de contourner ses propres interdits et de renouer, parfois clandestinement, avec le gaz russe? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et si l'Europe avait déjà capitulé en secret, tout en préservant les apparences? En réalité, derrière les discours officiels sur l'indépendance, c'est le pragmatisme pur qui s'impose, dicté par l'urgence économique. Prenez la Slovaquie.
Elle a maintenu ses approvisionnements directs en gaz russe, refusant de sacrifier sa compétitivité industrielle et d'accepter des factures énergétiques multipliées. Grâce à des contrats intelligents et au refus de payer des frais de transit occidentaux exorbitants, Bratislava garantit à ses usines et à ses citoyens une énergie abordable. Même attitude chez l'Autriche, qui a prolongé son accord avec Gazprom jusqu'en 2040 via OMV, assurant entre 80 et 90% de ses importations de gaz. Un véritable pied de nez à la ligne officielle de Bruxelles. Le Premier ministre Robert Fico l'a dit sans détour. Il ne laissera pas l'idéologie mettre en péril les intérêts de son pays. Mais ces exceptions sont loin d'être isolées. Loin des caméras, la réalité se tisse discrètement. L'Europe continue d'acheter du gaz russe, parfois en toute légalité, parfois via des voies détournées. La Turquie joue ici un rôle clé. Véritable blanchisseuse du gaz russe, elle réceptionne l'or bleu via Turkish Stream et le TANAP, puis le revend sous autres pavillons. Les volumes qui transitent frôlent les records, et Ankara signe même des contrats avec des compagnies américaines pour brouiller davantage les pistes. Résultat, de larges quantités de gaz russe pénètrent le marché européen, sous couvert de provenance alternative, une gymnastique juridique qui arrange tout le monde, sauf peut-être les citoyens qui perdent la facture. Et pendant que l'Europe s'enfonce dans ses contorsions, les États-Unis tirent les ficelles. Grâce au GNL américain, Washington a transformé la crise énergétique en une opportunité stratégique sans précédent. Contrat flexible, mais surtout, une possibilité de détourner les cargaisons vers l'Asie si l'Europe rechigne à payer le prix fort. De plus, les subventions massives américaines et le rachat de l'industrie européenne affaiblie participent à une relocalisation accélérée des usines. De l'Allemagne à la Chine, le capital fuit là où l'énergie est moins chère et sans surcharge idéologique. L'Allemagne, ex-locomotive industrielle du continent, voit ses usines BASF fermer à Ludwigshafen, ses emplois partir, ses entreprises investir ailleurs. Le tissu industriel se délite, menaçant l'ensemble de l'écosystème économique européen. Mais le comble de l'ironie, près de la moitié du GNL russe exporté finit toujours en Europe. Officiellement, on tourne le dos à Moscou. En pratique, on paye plusieurs milliards chaque année à la Russie via une multitude d'intermédiaires et de swaps mystérieux avec l'Azerbaïdjan ou d'autres pays. Les mécanismes sont d'une opacité redoutable, mais ils révèlent tous une même vérité. L'économie dicte sa loi et l'idéologie recule, en coulisses, devant la nécessité. Cette stratégie de contournement préserve-t-elle vraiment la stabilité? Ou bien ne fait-elle que repousser l'inévitable? Car c'est bien plus que de l'énergie qui est en jeu. Il s'agit de la crédibilité politique des dirigeants européens, de la souveraineté industrielle du continent et de la paix sociale. Les solutions bricolées d'aujourd'hui pourraient bien n'être qu'un sursis avant une remise en question brutale et un choix stratégique douloureux. Reste à savoir quel chemin s'offre réellement à l'Europe. Retourner au pragmatisme assumé ou accepter un effondrement annoncé. 3 scénarios cruciaux se dessinent pour l'Europe. Lequel choisira-t-elle et à quel prix? Commençons par le premier scénario, le plus direct, mais aussi le plus explosif sur le plan politique. Un retour assumé au pragmatisme, avec la reprise ouverte des contrats de gaz avec l'Est, Russie en tête. Ce choix sauverait sans doute l'industrie européenne, mettrait fin à la flambée des coûts énergétiques et ramènerait la stabilité sociale. Mais il faudrait un immense courage politique pour admettre publiquement cet échec stratégique, pour dire aux citoyens que, derrière les grands discours sur l'indépendance, la survie économique a fini par l'emporter. Certains pays comme l'Autriche ou la Hongrie, on l'a vu, n'ont jamais vraiment coupé le cordon. Ils continuent d'importer massivement du gaz russe en s'appuyant sur des contrats à long terme ou des montages juridiques sophistiqués. Si l'Europe officialisait ce retour, elle sauverait ses emplois et son industrie, mais au prix d'une humiliation politique pour ses dirigeants, qui devraient assumer une véritable capitulation de l'idéologie face à la réalité du marché. Deuxième scénario. La poursuite du double jeu, en s'appuyant sur des intermédiaires comme la Turquie ou l'Azerbaïdjan. C'est déjà la voie choisie par de nombreux États. Le gaz arrive toujours, mais il change simplement de passeport sur les documents officiels.
les flux transitent par la Turquie, qui devient une plaque tournante indispensable, encaissant des commissions au passage et permettant à l'Europe de se chauffer sans enfreindre formellement ses propres règles. Mais à ce jeu-là, la façade se fissure. Chaque nouveau contrat passé dans la discrétion augmente la tension politique, le risque de scandale et fragilise la confiance des citoyens. L'Europe sauve la face, mais au prix d'une hypocrisie croissante et d'une dépendance à des partenaires qui, eux, savent parfaitement tirer parti de la situation. Troisième scénario, le plus inquiétant, l'effondrement industriel. Si l'Europe s'obstine à tourner le dos au gaz russe sans alternative crédible et abordable, c'est le spectre de la désindustrialisation qui s'impose. Les prix de l'énergie flambent, les usines ferment ou délocalisent massivement, souvent, vers les États-Unis, qui déroulent le tapis rouge avec leurs subventions et leur gaz liquéfié. Dans ce cas, l'Europe deviendrait une périphérie économique, dépendante des importations et condamnée à voir décliner son niveau de vie, sa capacité d'innovation et sa stabilité sociale. Lequel de ces scénarios prévaudra? Tout dépendra de la pression sociale, du coût réel de l'énergie et de la capacité, ou non, des élites politiques à faire face à la réalité. Mais ce qui apparaît clairement, c'est que le choix énergétique n'est plus seulement un débat idéologique, c'est une question de survie. La trajectoire choisie décidera si l'Europe reste un pôle de prospérité ou glisse vers une marginalisation économique et sociale durable. Mais alors, face à cette crise qui dépasse chaque citoyen pris isolément, que pouvez-vous faire, vous, pour peser et vous adapter à ce nouvel équilibre? Votre voix et vos choix comptent plus que jamais pour l'avenir de l'Europe. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les débats techniques sur les pipelines ou les contrats de gaz. Il s'agit de notre modèle de société, de nos emplois et de notre capacité à rester maître de notre destin industriel. Derrière les discours officiels qui promettaient une Europe énergétiquement indépendante, la réalité s'impose avec une brutalité implacable. Les gouvernements, sous la pression économique et sociale, multiplient les manœuvres discrètes pour maintenir, voire rétablir, l'accès au gaz russe, quitte à le faire par des biais détournés ou en changeant simplement le drapeau sur les papiers de livraison. Les montages comme le fameux swap azéri ou l'explosion des importations de gaz liquéfié russe illustrent à quel point la survie économique a pris le pas sur l'idéologie. Ignorer ces enjeux, c'est risquer de se réveiller un matin dans une Europe affaiblie, désindustrialisée, dépendante, où les choix ont été faits sans débat public, sous couvert de logique de marché ou de géopolitique. Ce sont nos usines, nos emplois et notre stabilité sociale qui sont en jeu, pendant que d'autres, à Washington ou à Moscou, récoltent les fruits d'une crise qu'ils n'ont fait qu'exacerber. C'est pourquoi il est plus crucial que jamais de rester informé, de nourrir le débat, et surtout, de ne pas laisser quelques décideurs opérer dans l'ombre au nom d'un prétendu intérêt collectif. La survie du modèle industriel européen ne peut pas reposer uniquement sur la discrétion de quelques négociateurs ou sur l'opacité des contrats. Nous avons tous un rôle à jouer en exigeant transparence, responsabilité et cohérence entre les discours et les actes. Alors, prenez le temps de creuser, de questionner, de comparer les sources. Ne vous contentez pas de la version officielle, car demain, ce sont peut-être vos propres conditions de vie qui dépendront de ces choix énergétiques faits aujourd'hui, dans la précipitation ou la dissimulation. Restez vigilants, restez critiques et surtout, restez acteurs de l'avenir européen. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse indépendante.